Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica. Tout de suite, le sommaire. Le président zimbabwéen a achevé aujourd'hui sa visite de travail de 48 heures en RDC. La coopération interétatique dans le cadre de la SADC et les relations bilatérales entre la RDC et le Zimbabwe étaient au menu des échanges entre Joseph Kabila et Emmerson Mnangagwa. Le monde de la magistrature a été ébranlé par l'enquête ouverte par le ministère de la Justice. Objectif, débusquer des magistrats faussaires et sans qualité. Dans ces conditions, quel est le sort d'un condamné par un juge tombé dans ce cas de figure? Réponse dans ce journal. Le 28 février, le monde entier célèbre la journée internationale sans Facebook. Difficile d'imaginer une journée entière sans consulter son fil d'actualité, mais depuis 2010, chaque 28 février, on nous invite à se passer de Facebook. Mesdames, Messieurs, c'était là le sommaire ce soir. Fin ce mercredi de la visite de travail du président zimbabwéen en RDC, Emmerson Mnangagwa a échangé avec son homologue congolais Joseph Kabila au Palais de la Nation à Kinshasa. Ils se sont apaisantis sur deux questions principales, notamment la coopération interétatique dans le cadre multilatéral de la SADC et les relations bilatérales entre la RDC et le Zimbabwe. Les deux présidents ont convenu de se rencontrer régulièrement en vue de poursuivre leurs consultations sur la situation dans leurs pays respectifs. Et le président Joseph Kabila a donné son accord pour une visite conjointe en RDC du patron de l'ONU Antonio Guterres et du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Une lettre a été envoyée pour proposer cette visite dans les perspectives des élections présidentielles et législatives prévues en fin de l'année en RDC. Une réponse a été reçue indiquant qu'il serait accueilli à Kinshasa dès qu'il souhaite, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'ONU, mais aucune date précise n'a encore été arrêtée pour cette visite. Tout à fait autre chose, la marche du 25 février, le sujet reste toujours d'actualité. Ce mercredi, il était au menu des échanges de la MONUSCO avec la presse. La mort des civils, la nécessité ou pas des Nations Unies de revoir le mandat de la mission onusienne dont le rôle est resté critique. Le résumé de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO dans ce compte-rendu signé Amen Dimwani. Où était la MONUSCO lorsqu'à Kinshasa tombait Rossi Mukendi Chimanga? Ne faut-il pas finalement que la mission onusienne de stabilisation, aujourd'hui d'observation hier, se choisisse un rôle plus actif lors de la prochaine redéfinition de son mandat attendue en mars prochain? Et nous avons noté un dispositif plus allégé des forces de l'ordre, malgré le recours à la force à certains endroits pour disperser les manifestants, notamment à Kinshasa, à Bandaka et à Kisangani. Nos équipes ont pu voir qu'à certains endroits, les marches ont pu avoir lieu. Enfin, alors que la représentante spéciale du secrétaire général a appelé les autorités congolaises à mener des enquêtes crédibles sur ces incidents et à prendre les sanctions appropriées, nous avons pris note du fait que les deux personnes qui auraient été à l'origine du décès des deux victimes avaient été rapidement arrêtées. L'une a déjà été condamnée. Pour la seconde, la procédure est en cours. Pour ce qui est du mandat à la MONUSCO, on affirme ne pouvoir se remettre qu'à la décision du Conseil de sécurité. Toutes nos actions sont inscrites dans les résolutions du Conseil de sécurité et seul le Conseil de sécurité peut modifier notre mandat, ce qu'il est d'ailleurs en train de faire puisqu'actuellement il y a des discussions à New York pour le renouvellement du mandat puisque le mandat actuel arrive à échéance le 31 mars. Mais voilà, le Conseil de sécurité est le seul organe selon les règlements des Nations Unies à pouvoir apporter des modifications et nous donner des instructions différentes quant à notre action en République démocratique du Congo. De son côté, la section humanitaire des Nations Unies est revenue sur la situation humanitaire en RDC, situation qui nécessite une aide urgente selon OCHA. Pour répondre à cette urgence, une rencontre destinée à lever les fonds afin d'apporter de l'aide, notamment dans le Kivu et l'espace kassaïen, a été convoquée à Genève en Suisse le 13 avril prochain.
Comment se présente la situation en gros? Quels sont les besoins urgents et comment répartir ce don? Réponse avec Julien Arnest, coordonnateur OCHA RDC. Il est au micro d'Amendi Moani. On est devant des urgences et des crises qui touchent directement la population et il faut retenir ceci en tête. Les chiffres ne peuvent pas décrire la souffrance d'une femme qui a vu décapiter son mari. Ça ne décrit pas une mère qui a vu noyer ses enfants dans un fleuve quand elle échappe pour sauver sa vie. Et les chiffres non plus ne peuvent pas décrire le courage d'un chef de village et d'un village entier qui reçoit des nouveaux déplacés et partage le très peu qu'ils ont avec ces nouveaux arrivés. Les défis humanitaires pour le Congo sont tellement grands que ce n'est pas une conférence pour plaidoyer pour les financements une fois dans l'année qui va nous trouver les ressources financières ni capacités humaines pour répondre aux besoins. Il est essentiel que nous établissions une campagne permanente pour soutenir le Congo et les Congolais et les Congolaises. Et donc, par définition, ça nécessite d'autres actions sur le terrain avec des États membres, avec la presse, mais aussi avec des représentants d'organisations congolaises, avec les représentants d'organisations internationales, pouvoir témoigner de la situation, de voir ce qu'on peut faire et comment on peut avancer ensemble. Vie des partis politiques au parti la reconstruction pour au parti Reconstruction du Parti du Peuple pour la reconstruire la démocratie. L'initiateur du parti, le président Joseph Kabila, a désigné lundi dernier Emmanuel Shadari Ramazani comme secrétaire permanent du PPRD. Sa mission consiste à gérer le parti au quotidien jusqu'à le mener aux élections annoncées pour le 23 décembre 2018. À la Ligue des jeunes du PPRD, l'on indique que cette nomination est conforme au statut révisé du parti au pouvoir. On écoute John Mbouletang, vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Il est au micro de Félix Ilunga et Eric Karambaye. En ce qui concerne la désignation du camarade Shadari, elle se fait conformément au statut de notre parti. Après rapport donné à l'initiateur, après consultation avec le bureau politique, le conseil national et tous les organes structurels du parti, l'initiateur a désigné le camarade Ramazani Shadari comme secrétaire permanent, pas secrétaire général, parce que il y a la différence entre le secrétaire. Oui, c'était dans l'ancien statut. Dans le nouveau statut, on parle du secrétaire permanent qui aura la charge et la gestion du parti au quotidien. Alors, le camarade Shadari a été désigné. Il a été présenté au bureau politique, conseil national et autres structures de base hier. Alors, ce qui va être fait, toutes ces structures de base, c'est-à-dire le bureau politique, le conseil national, vont prendre acte sous forme de PV qu'ils vont signer et ce PV-là sera notarié. Quand ce PV-là sera notarié, lors du congrès, c'est le congrès qui va entériner les décisions prises par le bureau politique et le conseil national. Donc la désignation du camarade Shadari est tout à fait normale, qui fait que comme le parti a changé de structure. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné aujourd'hui à l'aéroport international de Njili un lot composé de 200 machines à voter pour appuyer le programme national de sensibilisation des électeurs. C'est le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, qui a réceptionné ce deuxième lot de matériel. Je vous le disais au sommaire, depuis un an, depuis peu d'un mois, le monde de la magistrature est ébranlé
ébranlés par l'enquête ouverte par le ministère de la Justice. Il s'agissait de débusquer des magistrats faussaires sans qualité. Plusieurs ont été révoqués, d'autres ont abandonné leur poste de plein gré. Dans ces conditions, quel est le sort des condamnés par un juge qui tombe dans ce cas de figure? Nous avons posé la question à maître Richard Bondo de la section congolaise d'Avocats sans frontières. Il répond au micro de Mouine Mouroubfel et Doudou Kassouba. Le droit positif congolais a résolu le problème, c'est de saisir par voie de requête la Cour de cassation en fait de révision du procès dont condamnation purgée par le justiciable. On annule la révision, c'est pour carrément annuler. C'est comme on a révisé le procès de Kimbangu, il est totalement lavé parce que le juge n'avait pas qualité. D'ailleurs, vous venez de suivre ça au Burkina Faso avec Bassolé et Diendéré. Les avocats sont sortis parce qu'ils ont posé un problème. Le président n'avait pas, qui a été nommé, mais le journal officiel, pour l'entrée en vigueur de ce décret-là, il a fallu attendre 8 jours. Or, lui a siégé avant l'expiration du délai de 8 jours. Et c'est pour cela que les avocats ont considéré que le tribunal n'existait même pas. Nous le faisons, mais le problème c'est que deux fois, pendant qu'il purge, le client peut trouver d'autres avocats, ou bien l'avocat lui-même peut, pour des raisons peut-être d'incompatibilité d'humeur avec le client, parce qu'à la prison là-bas il y a beaucoup, ils deviennent eux-mêmes leurs avocats. Alors ils reçoivent des conseils de partout, ça peut changer, mais toujours est-il que l'avocat demeure l'avocat de son client, même s'il a été condamné, il est en train de purger, parce que s'il faut réviser, c'est toujours lui qui avait suivi le dossier, qui peut être à même de bien rédiger la requête en révision du procès dont victime était son client condamné. Justice encore, affaire Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale rendra le 8 mars prochain son jugement en appel contre l'ancien vice-président congolais condamné à 1 an de prison et de 300 000 € en mars 2017 pour subornation des témoins dans le cadre de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il avait été reconnu coupable en octobre de la même année d'avoir corrompu 14 témoins. En santé, l'éclampsie ou la prééclampsie intervient généralement après 20 semaines de grossesse chez la femme en cas de problème et est caractérisée par des crises généralisées inexpliquées. Le diagnostic est clinique. Nos reporters ont rencontré un gynécologue pour nous en dire plus sur l'éclampsie ou la prééclampsie. Fallon Moussikini. Éclampsie ou prééclampsie affecte 3 à 7% de femmes enceintes. Elle se développe après 20 semaines de gestation. Non traitée, éclampsie est habituellement fatale. Elle présente trop de risques chez la femme et chez le bébé. Docteur Soukama, les gynécologues expliquent également le signe de cette maladie. C'est une pathologie qui est liée à la grossesse. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est une des complications redoutables de ce que nous appelons la pré-éclampsie. Les causes de cette maladie sont jusque-là mal connues. Les causes de la pré-éclampsie en principe sont inconnues d'une manière générale. Mais néanmoins, nous remarquons que c'est une maladie qui se manifeste le plus souvent chez les primipares, c'est-à-dire des femmes qui accouchent pour la première fois. Et une autre raison, c'est une maladie qui est liée à la saison. On remarque plus cette pathologie revient plus pendant la saison sèche. La plus grande prise en charge, c'est la surveillance maternelle et la surveillance fétale. Lorsqu'on est sur le terrain de la prééclampsie, c'est déjà un terrain de souffrance fétale chronique chez l'enfant.
Journée internationale sans Facebook, difficile en tout cas d'imaginer une journée entière sans consulter son fil d'actualité. Depuis 2010, chaque 28 février, on nous invite à se passer de Facebook. Ce mercredi, l'occasion est pourtant offerte afin de mesurer la cyberdépendance. À Kinshasa, les scientifiques et les experts en communication confirment que Facebook est devenu un outil indispensable au fil du jour. Tsoleni Jirestimanga pour le reportage. Facebook, c'est au total près de 2,13 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Pour certains d'entre eux à Kinshasa, ce réseau social présente beaucoup d'avantages. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans le travail que j'ai fait. Dans ma vie quotidienne, Facebook me permet de causer avec les anciens amis que j'avais dans le temps qui on n'a pas les moyens de se croiser aujourd'hui. Facebook m'apporte beaucoup de connaissances. J'ai fait beaucoup de connaissances sur Facebook. Et sur Facebook, j'apprends beaucoup de choses parce que j'ai aimé beaucoup de pages où j'apprends, je reçois les informations à tout moment. À travers le Facebook, je me connecte et je retrouve aussi ma famille qui sont très loin de moi, je cause, donc c'est ça. Difficile donc pour eux d'ignorer Facebook ne serait-ce que pour une journée entière. C'est impossible que je n'utilise pas un jour. Donc déjà une heure sans Facebook, c'est difficile pour moi parce que je fais des collectes via Facebook, je publie des liens via Facebook, les gens commentent, il y a une certaine interaction avec plusieurs lecteurs. Non, je ne crois pas parce qu'au même moment là où je vous parle, je chatte. Je ne peux pas passer quelques minutes ou secondes sans se connecter. Excusez-moi, et du côté des utilisateurs du réseau social Facebook, dont l'importance n'est plus à démontrer, les étudiants de l'IFASTIC estiment qu'il est difficile, voire même impossible, de se passer de ce réseau social toute la journée. J'ai fait de se l'aider, Jirestimanga. Désormais, les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des possesseurs des smartphones. Chaque jour, du matin au soir, 24 heures sur 24, les notifications d'ici ou d'ailleurs, il pleuve. Évolution technologique oblige, cela obéit, pense Anakle Vumbo, à la logique du monde devenu un village planétaire. Je pense que c'est d'abord un phénomène de mode, avant d'être un problème scientifique. C'est un problème de mode, mais aussi par le fait que le monde est devenu aujourd'hui un petit village. Et donc, aller sur les réseaux sociaux permet d'établir des contacts avec des amis, avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Tout est donc tributaire de la cyberdépendance, à même de devenir nuisible à la longue. Toute nouvelle technologie amène avec elle un comportement nouveau. Mais ce comportement devrait être régulé. Parce que si vous êtes au volant, que vous avez l'habitude de regarder votre smartphone, un jour vous allez écraser celui qui est devant. Facebook comme réseau social est aussi une opportunité pour les journalistes de partager les infos en temps réel. Le cas de Chris Elongo. Moi en tant que journaliste, ça m'inspire de faire passer l'information pour ne pas attendre les J ou les 30 pour les infos ou à des heures précises, quoi. Donc là, nous informons 24 sur 24 et en temps réel. En plus, on n'est pas obligé d'écrire des longs articles. Nous écrivons quelque chose de court et de compréhensif en 3 phrases et une photo et les gens comprennent ce qui se passe à travers le pays. Selon lui, cette journée est difficile à respecter pour les professionnels des médias. C'est impossible pour moi de me réveiller comme ça et pas utiliser Facebook. Moi, je pense que cette journée sans Facebook devait plutôt être pour les publics et pas pour les professionnels que nous sommes, que nous exerçons sur Facebook. La journée mondiale sans Facebook a pour but principal de lutter contre la cyberdépendance. Au Kasaï, au moins 14 miliciens présumés et un militaire ont été tués dans des affrontements entre milices Kamwina Nsapu et les forces de sécurité dans un nouveau regain de violence. Les miliciens Kamwina Nsapu venus de Lombelu ont attaqué par surprise une patrouille de combat de l'armée lundi, a déclaré à l'AFP André Capiola, chef de secteur de Lombelu au Kasaï central. Selon une source militaire locale, l'attaque est l'œuvre des miliciens Kamwina Nsapu qui
qu'ils essayaient de se réorganiser. Le phénomène Kamwina Nsapu n'a pas encore dit son dernier mot, apparemment. Alors que dans le Maïndombe, un convoi de baleinières a fait naufrage à Epoulou, à environ 40 km de Kammout. Bilan, des centaines de passagers ont été portés disparus selon l'information livrée par le député national Didas Pembe. L'élu des Mouchis demande l'intervention du gouvernement central pour un apport en soins médicaux et l'assistance nécessaire aux naufragés, mais surtout pour retrouver les disparus, tandis que BBC a annoncé la disparition d'une quinzaine de personnes dans ce naufrage. Et plus loin de Maïndombe, au nord Kivu, à Goma plus précisément, 5 personnes, toutes membres d'une même famille, ont péri dans un incendie qui s'est produit au quartier Imbi la nuit dernière. La société civile indique que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de ce drame. Le président de la société civile de Goma s'indigne du fait que les services de protection civile n'aient pas intervenu, faute de moyens sûrement. Ce service n'a plus d'engin depuis des années. Place à présent la revue de presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermione Yanvo. Revue de presse. Ouvrons cette revue de presse par la diplomatie. Forum des As indique que 4 chefs d'État au Palais de la Nation en 2 semaines. Après Sassou, Lorenzo, Bongo, Senangagwa, président du Zimbabwe qui est à Kinshasa. En visite officielle, Ernesto Mnangagwa est venu en République démocratique du Congo pour aborder la coopération bilatérale. Pour le journal, le communiqué final est attendu à l'issue de sa visite ce mercredi. La Prospérité revient sur l'information et ajoute que le nouveau président du Zimbabwe s'est incliné devant le mausolée de Laurent Désiré Kabila et d'écrire « Je me souviendrai encore longtemps de l'opportunité qui m'a été offerte de rédiger ces mots aimables en mémoire de mon cher et défunt frère Laurent Désiré Kabila ». Information confirmée par Géopolis Hebdo. Autre chose, le vrai modérateur indique que le prélat catholique est en colère. Cependant, au cours de la 23e réunion du Conseil des 9 cardinaux institué par le pape François, la rencontre se penche sur la situation en RDC après la 3e marche de chrétiens. Ce qui fait dire à Forum des As qu'un dialogue entre pouvoir et Senko est vivement souhaité. Plus sévère, Congo Nouveau estime que le pouvoir doit écouter les catholiques. C'est là au nom de la paix et des élections apaisées. Dans l'entretemps, le bourreau de Rossi Chimanga sera bientôt déféré devant la cour militaire. Le courrier de Kinshasa indique que Tokis Kumbo, membre de l'escadron mobile d'intervention Moamba, est arrêté pour avoir tiré des balles en caoutchouc à moins de 20 mètres sur la victime le 25 février dernier. Dans le même registre, la tempête des tropiques nous informe que le dossier crime au Kasaï est au rendez-vous à l'occasion de la 37e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avec les 80 fosses communes et les bilans de 3300 morts, bilan présenté par l'ONU. Merci Hermione Yanvou pour cette revue de presse et surtout bon retour. C'est par ici que prend fin ce journal, mais avant de la boucler totalement, le programme de ce soir sur Numérica Télévision, à 21h20, l'émission Profondeur, animée par Kibor Bichintois, et à 22h, le film nigérien Consolation, avec Trésor Baka, en tout cas un programme à ne pas rater. C'est complètement terminé pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre sur YouTube et visiter notre page Facebook, même si aujourd'hui on nous demande de ne pas visiter Facebook, mais moi je vous recommande de visiter quand même aujourd'hui, 28 février, notre page Facebook. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme et à demain, 19h.